gentlemen, are you ready for the FRMMKO show? Let's go, guys! Bienvenue à tous, on se retrouve pour la 8ème émission du FRMMKO show avec nos 3 chroniqueurs habituels. Salut à toi, Melvin. Salut à toi, Axel, et salut tout le monde. Salut également à Melvin, à Melvin deux fois, à Bastien. À Bastien, notre deuxième expert pour les pronos foot. Salut à tous. Et David, on va finir par toi. Salut. Donc notre invité du jour, comme vous avez pu voir, c'est Brian Coquard. Donc merci à toi Brian et salut. Salut à tous. Voilà, donc merci beaucoup. Et donc je vais présenter un peu l'émission. On va commencer par la rubrique habituelle, le Who Are You. On va poser les questions à Brian Coquard, mais également les questions qu'on a sélectionnées de gens qui ont posé sur la page Facebook ou autre. Après ça, on va attaquer les deux rubriques qui concernent un peu moins l'invité. Les buzz de l'actu, les buzz de la semaine, pardon. Et l'actu 2.0, on va parler des sorties jeux et des sorties ciné. Comme d'habitude, et ensuite on enchaînera par le grand débat qui concerne le renouveau du cyclisme français. Donc Brian Coquard est quand même très bien placé pour en parler. Et donc voilà, on parlera de ça, ce sera toute la partie invitée. Ensuite on finira comme d'habitude par les conseils pronos de nos deux experts. J'ai salué en début d'émission Melvin et Bastien. On finira par la rubrique improvisée, la fameuse. Voilà. Qui permet de bien foutre dans la merde un chroniqueur désigné aléatoirement. Ouais, on finira par cette magnifique rubrique qui conclura l'émission. Donc tout de suite, le Who Are You dédié à Brian Coquard, c'est parti. Alors Brian Coquard, donc je te remercie une deuxième fois. Et donc je vais te présenter un petit peu. Donc t'es un coureur néo-pro sur route qui court actuellement chez l'équipe Europcar. Et donc depuis le début de cette année-là. Donc je pense que les gens s'en souviennent un peu pour ceux qui suivent le cyclisme, mais bon t'as été vice-champion vice-champion olympique de l'Omnium. C'était l'an dernier à Londres. Et C'est sinon, ça, tout à fait. tout à fait, c'est ça. et sinon, ton parcours route c'est assez dessiné très vite, ton palmarès, parce que t'as gagné dès ta première course professionnelle, hein, c'était à l'Étoile de Bessèges, t'as gagné la 2e et la 4e étape, t'as gagné très très vite. Une première réaction là-dessus peut-être, le fait que t'aies gagné très rapidement chez les pros. Bah, une petite réaction, oui. Je veux pas dire que c'était quelque chose d'inattendu, mais quand même, parce que bah voilà quoi, j'arrivais du monde amateur et puis dès ma première course pro, je veux pas dire que j'avais pas les ambitions, mais gagner aussi vite et c'était un peu surprenant. Et puis du coup, je continue mon petit bout de chemin de saison. Ça fait déjà 5 victoires depuis le début de saison et 7 places de 2. Tout à fait. Et du coup, voilà quoi, le championnat de France arrive, donc j'ai la tête tournée vers le championnat de France. Voilà, ouais. Donc je vais citer tes autres victoires, ce qui était au Tour de Langkawi, au Tour de Picardie. T'as gagné la 8e et la 9e étape du Tour de Langkawi et la 2e étape du Tour de Picardie. Ouais, voilà, c'est ça. T'avais battu Marcel Kittel, je crois. Devant Marcel Kittel. Voilà, donc ça a quand même un peu de gueule, on peut le dire. Donc, voilà. Ouais, c'est sûr que je pense qu'à l'heure actuelle, Marcel, c'est le. C'est une référence. Je pense qu'il y a 3 vraiment sprinters au-dessus du lot. Je pense en ce moment, c'est Greppel, Cavendish et Kittel. Et du coup, battre Marcel Kittel, c'était, je pense, également ma plus belle victoire pour l'instant. Oui, clairement. Je suis bien d'accord là-dessus, donc on va commencer. Je sais pas si David, Bastien ou Melvin, vous voulez commencer par une question. Vous me dites. Ouais. Vas-y. Sinon. C'était par rapport à ton arrivée donc chez Europcar donc cette année. C'est comment s'est passé justement ce transfert entre le monde amateur et le monde pro, et comment s'est passée ton intégration au sein de l'équipe. Justement, donc tu as gagné très rapidement sur les Bessèges. Est-ce que tu as été désigné directement sprinter de l'équipe, ou est-ce que c'est toi qui a pris entre guillemets les initiatives, ou qui te sentais bien et voilà. Donc comment ça s'est passé en fait? L'intégration, au départ, ça n'a pas été un très gros chamboulement parce que j'appartenais au Vendée U, qui est la réserve du Team Europcar. Du coup, entre guillemets, on peut dire que c'est la même famille. Je connaissais vraiment pas mal de coureurs, je connaissais le staff. Donc sur ce côté-là, ça n'a pas été difficile. Et puis j'ai eu une chance en tant que néo-pro, c'est que
c'est qu'il m'ouvre facilement la porte et très rapidement parce que voilà dès ma première course oui j'étais désigné le sprinter et toute l'équipe s'est mise à travailler autour de moi et ça c'est je les remercie parce que c'est pas souvent qu'un néo-pro a cette chance-là et puis du coup après c'est un cercle vicieux entre guillemets donc ils m'ont fait confiance dès ma deuxième course donc c'est à la deuxième étape de Tour de Bessèges que j'ai gagné cette étape. Et donc voilà, on a eu qu'un raté en ce début de saison. Et puis ensuite, voilà, l'équipe me fait confiance. Maintenant, j'ai confiance en mes coéquipiers, en ceux qui m'emmènent le sprint. Et maintenant, je pense qu'on a totale confiance les uns entre les autres. Et du coup, ça marche bien depuis ce début de saison. Et du coup, est-ce qu'ils te font confiance au point de t'aligner au prochain tour ou... Je pense pas que ça soit un souci de confiance. Oui, surtout, t'es un peu jeune. Ouais, ouais, là, c'est surtout, je pense, un petit souci de jeunesse. On en a longuement discuté. Après, on en est venu au point que voilà, c'est sûr que malgré tout, je pourrais peut-être faire quelques résultats sur ce Tour de France, même dès ma première saison. Mais malgré tout, on a une vision un peu plus large, un peu plus d'avenir et je pense que pour mon avenir, c'est pas la meilleure chose Ouais. qui soit que je fasse le Tour de France dès la première saison parce que il y a un gros impact médiatique. Et puis malgré tout, un Tour de France c'est 3 semaines, c'est difficile. Clairement. Et du coup, voilà, pour mon avenir, voilà, faut pas que ma première saison soit ma meilleure saison chez les professionnels. Du coup, faut continuer à progresser et j'espère y être dès l'année prochaine, mais ça me paraît un peu difficile pour cette première saison. Ce qui est normal, faut pas s'ajouter trop de pression inutile parce que... Ouais, tout à D'accord. fait. Et puis après, voilà, pour ressortir d'un Tour de France, des coureurs qui ont plein d'expérience et qui ont déjà qui ont déjà fait plusieurs grands tours, et voilà, et en discutant avec eux, ils te disent que voilà, c'est dur et t'es vachement fatigué et cramé, et du coup, voilà, je pense que ça serait un peu mettre la charrue avant les bœufs, donc on va prendre son temps, Ouais. et puis j'y serai dès l'année prochaine. Parce que sinon, pour souvent ceux qui font leur premier grand tour, c'est souvent, notamment pour les Français bien sûr, c'est soit un Giro, soit une Vuelta. Et donc là, la Vuelta qui sera en fin d'année, est-ce qu'il y a une chance de te voir sur la Vuelta? Mais il y aurait eu une chance, oui, c'est quelque chose qui m'aurait plu, mais l'équipe n'est pas invitée sur Ah la. oui, d'accord. C'est Et vrai. du coup, ça sera aucun grand tour cette saison. Ouais. Après, malgré tout, j'ai quand même fait des semi-grands tours, on peut dire. J'ai fait le tour de Turquie qui faisait 7 jours, et puis le tour du Langkawi 10 jours. Donc voilà, ça m'a permis de voir un peu, et puis de m'étoffer un peu physiquement. Et puis, il y a toute cette fin de saison encore à faire à fond, et puis le début de l'année prochaine, et puis après, on verra pour le Tour de France de l'année prochaine. D'accord. Ah, très bien. Et donc, c'est quoi tes objectifs pour la saison? Enfin, ton programme de course en gros? Mon programme de course, ça va passer par les boucles de la Mayenne dans une semaine. Et puis ensuite, voilà, ça va être l'objectif de ce début de saison, le championnat de France à Nice en Bretagne, où j'espère, voilà, en tout cas, je fais tout pour arriver en condition. Et puis un championnat, ça reste un championnat, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Donc on va essayer de faire ça bien au championnat de France. Si quelqu'un veut enchaîner par autre Moi, chose, un j'ai autre sujet, vas-y. j'ai une petite question, c'est par rapport à Pierre Roland. Là, on a vu qu'il a eu je crois qu'il a chuté donc sur le table d'aujourd'hui, juste avant la dernière montée. Et puis, il me semble, d'après ce que j'ai entendu à la télé, est-ce Ouais, que il tu avais était des ralenti. nouvelles par rapport à Pierre Roland? Mais j'ai pas de nouvelles. Après, Pierrot, je pense il va être prêt pour le tour. Ça sera entre guillemets, c'est sûr, même le leader désigné de l'équipe. Je pense qu'il y aura une équipe vraiment construite autour de Thomas et lui. Mais ça sera vraiment lui le leader pour le classement général. Bon, moi, aujourd'hui, c'est sûr que voilà, pour déjà battre les Sky, il faut avoir beaucoup, je vais pas dire beaucoup de chance, mais il faut avoir la réussite à 100%. Et puis bon, voilà, chutant en bas du col, c'est compréhensible. Moi, j'ai vu dans un article où il disait qu'il avait déjà 1 minute de retard en bas du col. Et donc, face au train des Sky, c'est complètement impossible. Et quand on sait le vélo comment c'est dur, c'est compréhensible. Et je pense que voilà, il a une bonne réaction du coup, de monter à sa main et de se réserver un peu pour les étapes prochaines. Je pense qu'il va essayer de gagner une étape sur ce Dauphiné, et puis ça sera
ça sera son objectif. Faut pas oublier que c'est le Tour de France et j'espère et je pense qu'il sera prêt pour ce tour. D'accord. On l'espère aussi, hein, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc justement, tu parlais de l'équipe Sky, c'est une question qu'on pose pas mal nous aux gens, enfin aux cyclistes qu'on reçoit. Et donc, est-ce que ça t'énerve pas un peu la domination des Sky ou Ça m'énerve, oui et non, ça, voilà, ils ont des moyens et je pense que voilà, ils sont sacrément forts dans leur stratégie. On voit que en montagne, ils sont très difficiles à battre. Donc déjà, ils ont Christopher Froome, je pense que c'est le meilleur à l'heure actuelle. Et donc avec un train comme ça, c'est très difficile de les battre et je pense que voilà, leur grande force au Sky, c'est le collectif et voilà ce rythme infernal qu'ils arrivent à monter, à emmener dans les ascensions. Et je pense que voilà, c'est le cyclisme moderne tactiquement et techniquement, ils sont très très forts et physiquement. Donc dans ces situations-là, c'est difficile de les battre. Mais aujourd'hui, moi, j'ai regardé les tables, j'ai vu Contador a essayé, a tenté sa chance, il a attaqué. Je le trouvais pas ridicule par rapport à Froome. Je pense qu'il y aura une belle bataille au Tour de France. J'espère en tout cas que les Sky n'écraseront pas tout comme ils ont pu le faire jusqu'à ce début de saison. on l'espère aussi. Excuse-moi. Vas-y. Non, je dis on l'espère aussi que Sky n'écrasera pas tout. Donc c'était juste une petite transition. Vas-y, à ta question, vas-y David. Oui, c'était sinon justement, sans polémiquer ou sans pas forcément débattre, mais comment expliques-tu justement, enfin, ce changement de rôle dans cette équipe? C'est que par exemple, Richie Porte, qui est quand même un spécialiste du contre-la-montre, qui devient maintenant quasiment celui qui amène les grimpeurs jusqu'au bout, les mecs comme Brady Wiggins qui à l'époque était un rouleur contre-la-montreur et qui aussi lui s'est mis à grimper. Est-ce que pour toi il n'y a pas des petites questions qui peuvent se poser ou je sais pas au sein du peloton, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'il y a des doutes ou quelque chose en fait par rapport à Sky? Personnellement, nous on n'en parle pas trop parce que voilà, je suis pas trop dans la même branche qu'eux. Voilà, moi c'est le sprint et oui. Du coup bon. Moi, personnellement, ça me dérange pas trop. Après, c'est sûr que voilà, ils arrivent à faire des choses folles. Ils perdent beaucoup de kilos et tout en gardant la même force. Donc voilà, que dire. Moi, je leur tire mon chapeau je leur tire mon chapeau parce que voilà, serrer la ceinture et tout, c'est difficile. Après, est-ce qu'ils ont ils prennent des choses à côté? Moi, je sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est que voilà, ils sont très forts et ils arrivent à faire une équipe très solide et presque indestructible. Presque, ouais. C'est clairement, ouais. Et donc, sinon, on peut reparler de ton équipe parce que c'est un peu nouveau pour l'équipe Europcar d'avoir un sprinter, un vrai sprinter dans son équipe. Et donc, est-ce que ça n'a pas été compliqué pour Europcar de créer un train pour un sprint pour t'emmener par exemple, ou c'est quelque chose de nouveau donc. Ah ouais, c'est clair, c'est tout nouveau dans la mentalité de l'équipe. L'équipe Europcar, ça a toujours été une équipe offensive, une équipe qui gagnait ses courses en attaquant de loin ou de moins loin, mais en attaquant en tout cas. Et du coup, l'arrivée d'un sprinter, c'est pas facile à gérer. Faut prendre nos automatismes. Autant que, voilà, moi, avec mes coéquipiers et aussi mes coéquipiers qui, voilà, maintenant, faut qu'ils prennent, qu'ils apprennent le sprint, entre guillemets, savoir emmener, et c'est pas facile, donc on apprend tous ensemble. Ça marche pas à tous les coups, mais on y arrive de mieux en mieux et le plus régulièrement possible. Et voilà, le but, c'est d'avoir un train vraiment au millimètre qui sait. Le but, c'est que chaque coureur sache quoi faire, à quel moment, dans les derniers kilomètres pour pouvoir me placer idéalement ou m'emmener idéalement. Donc c'est sûr que c'est tout nouveau et puis on y travaille depuis ce début de saison et voilà, à chaque fois que je suis sur une course, on tente des choses, on essaye de mettre des trains en place, on y arrive ou on n'y arrive pas, mais en tout cas ça se passe plutôt bien et je pense que voilà, l'année prochaine ça sera encore mieux et normalement ça devrait être de mieux en mieux. Certainement, ouais. Et sinon, je t'ai pas dit en te présentant, mais t'as quand même un gabarit assez particulier pour un sprinter, parce que quand on sait qu'en général un vrai sprinter, enfin un pur sprinter, ça pèse entre, je sais pas, 65-70 kilos à peu près. Et toi t'es plutôt petit, assez mince, je sais pas, tu fais moins de 60 kilos je crois, ou par là en tout cas. 50 kilos. Combien? 58. Ah, 58, ouais. Voilà, et du coup, c'est quand même assez particulier pour un sprinter, et
tu passes bien les boss, notamment. Donc, est-ce que pour les classiques notamment, est-ce que tu comptes les faire ou t'y mettre, je sais pas. C'est sûr que j'ai un gabarit, voilà, quand on me voit pas dans la rue, mais sur le vélo, j'aurais plus un gabarit de grimpeur. Après, dans ma force, c'est le sprint. Et je pense que voilà, moi je prends ça comme une force parce que voilà, étant léger, et comme tu le disais, je passe vraiment bien les boss, en tout cas de mieux en mieux. Et, et donc voilà, j'espère encore progresser dans les boss. Et c'est sûr que voilà, les classiques peut-être pas dès l'année prochaine, mais à plus long terme, ça pourrait être vraiment quelque chose que j'apprécie comme une Flèche Wallonne ou une Amstel Gold Race. C'est sûr que c'est des courses qui me font rêver. Et puis bon, moi, j'oublie pas que l'année passée, j'ai fini deuxième du championnat du monde espoir à Valkenburg sur le final de l'Amstel Ouais. Gold Race. Donc c'est sûr que voilà, des boss comme ça, pas trop longs, ça me plaît bien, mais bon, tout de suite là, dans l'année, même l'année prochaine, ça me paraît encore difficile, mais à plus long terme, c'est sûr que voilà, des classiques comme ça pourrait être des objectifs que je peux me fixer. Bah écoute, ouais, très bien. Ok, ouais, on te souhaite de réussir là-dedans. Sinon, bah, si vous voulez changer un peu de sujet, David, Bastien ou Melvin, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Bon, je vais encore un peu prendre des nouvelles de l'équipe. Hein. Après Pierre Roland, on va passer à Thomas Voeckler. Allez. Thomas Voeckler qui a chuté assez lourdement. Et là, bon, on a vu surtout le Belgique. Apparemment, il a attaqué, il était bien, donc ça a l'air d'aller. Mais bon, comment se porte-t-il? Bah, comment se porte-t-il? Je pense que Thomas, c'est un grand professionnel aussi, et voilà, ça lui a mis un frein dans sa préparation, mais après, ça peut être peut-être un mal pour un bien parce que ça lui a permis de se reposer et de revenir un peu frais, tout frais avant ce Tour de France. Je le vois souvent dans les étapes faire beaucoup d'efforts et du coup, je pense qu'il se prépare tranquillement dans son coin et Thomas, faut pas l'oublier, je sais pas encore quels sont ses objectifs pour le Tour de France, mais c'est sûr qu'il va chasser des étapes et je pense qu'il sera encore à son meilleur niveau au Tour de France. Il n'y a pas de souci, il faut pas s'inquiéter là-dessus. Et tu penses qu'il pourrait, bon, peut-être pas rééditer l'exploit qu'il avait fait, parce que maintenant, je pense qu'il est un peu plus surveillé dans le peloton. On le voit bien dans les courses maintenant. Tout le monde le regarde, tout le monde. Enfin bref, des fois même les gens ils râlent un peu Thomas parce que les gens ne roulent pas parce qu'ils ont un petit peu peur de lui entre guillemets. Est-ce que tu penses qu'il pourrait quand même essayer de rééditer un peu un exploit comme ça en montagne? Je sais pas trop. Après, ça dépend des situations de course. C'est un peu des faits de course. Pour le classement général, je sais pas. Peut-être. Mais après, voilà, je pense il peut gagner des étapes et vraiment voilà, comme l'année passée pour le maillot à poids. Et je pense vraiment qu'il peut vraiment être. Il sera certainement dans ce domaine. Et dans cette branche un peu sur ce Tour de France. Après, pour le classement général, je pense vraiment que ça sera Pierre le leader. Et donc, mais après, sait-on jamais, hein, encore une échappée comme quand il avait pris le maillot, qui arrive avec plusieurs minutes d'avance, pourquoi pas. Mais je pense en tout cas, il va chasser des étapes. Et puis après, bon, s'il en prime, il y a le maillot jaune, il se privera pas. Mais je pense qu'il va essayer de gagner une ou voire plusieurs étapes sur ce Tour. Et donc voilà, mais je pense que voilà, c'est plus difficile quand même pour lui à l'heure actuelle maintenant parce que c'est comme tu disais, il est bien plus surveillé et c'est un peu moins facile. Mais Thomas est très fort, donc sait-on jamais. Et je pense qu'il y a aussi la question, je pense qu'Axel l'aurait posé, mais c'est par rapport justement au classement général. Est-ce qu'un Pierre Roland, je sais qu'on annonce quand même un top 10, je pense, très faisable. Est-ce que toi, tu penses un top 5 par exemple, serait jouable pour lui sur ce Tour de France-là? Je pense que c'est l'objectif qu'il s'est fixé. Après c'est lui qui verra, mais son objectif, voilà, il a fait. C'est huitième l'année passée, je crois qu'il fait du Tour. Il veut toujours faire mieux et huitième, c'est se rapprocher du top 5, donc c'est sûr que je pense que ça va être son objectif. Après, est-ce qu'il en est capable? Je l'espère. Pierrot, il est très fort et donc il se prépare tranquillement. Donc je pense qu'il sera prêt pour le Tour et après il y a beaucoup de contre-la-montre. Mais Vraiment bon, monter, sait-on jamais. Il a progressé un peu dans ce domaine et puis voilà, c'est clair que je pense que ça sera son objectif, au moins le top 10 et pourquoi pas le top 5. Ouais, justement, c'est la question que je vais te poser par la suite, c'est est-ce qu'il a justement
par rapport au contre-la-montre, on sait c'est la faiblesse par rapport au Froome, par rapport à tous ces gars-là. Est-ce qu'il a travaillé spécifiquement les contre-la-montre? Est-ce qu'il a bien reconnu les parcours là, sur le Tour de France? Oui, oui, oui. Bah, après, c'est pareil, c'est un grand professionnel, Pierrot, et voilà, il savait que un peu ses lacunes, c'était le contre-la-montre. Mhm. Et il y a travaillé, il progresse petit à petit. Bon, voilà, pas encore de rivaliser avec un Froome, mais malgré tout, il progresse. Et voilà, sur le chrono qu'il a fait au Dauphiné, c'était pas un chrono, pas un chrono dégueulasse. Et malgré tout, il va être encore plus fort en montagne. Donc voilà. Après, la difficulté, c'est de travailler ses points faibles sans perdre ses points forts. Donc Tel un voilà. Froome. Pierrot, je pense qu'il a bien bossé et voilà, il sera Ouais, prêt pour ce faut soir. dire aussi que ce Tour de France là est quand même beaucoup moins roulant que celui de l'an passé, qui était quand même pas très avantageux pour Pierre Roland, et qu'il a quand même fait 8ème, alors que ça avantageait quand même très peu. Donc bon Tout à là, fait. je pense que c'est déjà ça lui correspond déjà beaucoup plus en tout cas, ce Tour de France. C'est clair. Pierrot, c'est un pur grimpeur et du coup, il y a beaucoup d'étapes difficiles, donc je pense que ça a l'avantage, en tout cas plus que l'année passée. Tout à fait. Ouais, sinon on va changer, voilà, voilà pour les ambitions de l'équipe Europcar au Tour de France, mais bon, on va changer un peu de sujet. Si vous avez des questions, Bastien, Melvin, pas hésiter. Vas-y Bastien, n'hésite pas. Je voulais savoir si t'arrivais à enchaîner en fait la piste et la route maintenant que t'es chez Europcar. C'est difficile, ça, c'est un peu le souci que j'ai en ce moment. C'est que voilà, maintenant je me suis lancé. En passant pro, je m'étais dit vraiment dans ma tête que je me laissais 2 ans à la route. Rio, c'est encore dans 4 ans, donc j'ai le temps. Après, je me plais bien sur la route, j'adore la piste aussi, donc je continue à faire un peu des courses régionales. Je m'entraîne toujours une fois par semaine sur la piste. Après, les compétitions internationales, c'est plus difficile parce que le règlement a changé. Et donc maintenant, pour pouvoir faire une Coupe du Monde, il faut avoir des points UCI. Et pour avoir des points UCI, il faut aller faire des courses, des classes 1 sur piste, un peu partout à travers le monde. Mais le souci, c'est que ça tombe pendant le calendrier professionnel et du coup, vu que je donne priorité à la route, je peux pas aller faire ces courses-là. Et du coup, je vais pas pouvoir faire de Coupe du Monde cet hiver, ni le championnat du monde. Parce que dans ma tête, j'avais pourquoi pas prévu faire, pourquoi pas le championnat du monde et une voire 2 Coupes du Monde. Mais ça me paraît difficile, donc je continue à faire mes petites courses pour entretenir la forme, entre guillemets, et le coup de pédale. Et puis je verrai vraiment ça dans 2 ans. Mais en tout cas, je laisse pas tomber la piste. Je m'entraîne toujours une fois par semaine dessus. Ok. Bah voilà, bah très bien. Ça aura répondu à ta question. Non, mais on avait déjà beaucoup parlé avec Julien Duval et Morgan Kneski, enfin que tu dois bien connaître. Ouais, je les Tout ça. connais bien. Ouais, on avait parlé, c'était lors de la 4e émission, je crois, donc voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc bon, on peut enchaîner par autre chose si vous voulez. Moi, personnellement, je n'ai plus de questions. Non, mais sinon, de toute façon, ça fait déjà 25 minutes, et sachant qu'on va beaucoup reparler cyclisme avec Brian Coquard lors du grand débat, notamment du renouveau des cyclistes français. Voilà, donc bon, on en reparlera tout à l'heure au pire. Hein, on va passer au buzz de la semaine tout de suite. Allez, c'est parti. Donc les buzz de la semaine, on va commencer simplement par David. Tiens, comme bien souvent, vas-y David, n'hésite pas à nous dire ce que tu as préparé. Ouais, donc là, bon, c'est 2 petits trucs, hein. Enfin, il y en a un, c'est par rapport à Man of Steel, donc le nouveau Superman qui va sortir prochainement. C'est pour annoncer juste qu'il y avait un making-of qui est disponible en vidéo, pas mal d'images aussi du film. Donc voilà, c'est juste pour... Donc le making-of, enfin, c'est 13 minutes, voilà, on apprend... on voit pas mal d'images, pas mal de ce qui se passe un peu dans le film, par rapport notamment aux effets spéciaux, qui, d'après ce que les critiques, enfin, ceux qui ont vu le film déjà en avant-première, disent que vraiment ce sera assez énorme, et donc voilà, donc c'est juste pour annoncer ça en fait, le making-of de Man of Steel. Très Et le bien. deuxième, Vas-y, bon, enchaîne par ton deuxième. j'enchaîne hein, parce que c'est très rapide. Hein. Oui, Le deuxième, ça se passe à Madrid. C'est en fait c'est Yolanda Dominguez, une artiste qui propose dans la rue, comment dire, une sorte de, entre guillemets, exposition pour dénoncer dans le thème Fashion Victim, qui dénonce un peu tous les débordements et tous les
excès de la mode, notamment par rapport vis-à-vis des travailleurs, de ceux qui fabriquent donc les dits habits pour la mode. Et donc, voilà, critique un peu donc, tous les décès dont personne ne parle, toutes les conditions catastrophiques dans lesquelles les gens travaillent. Et donc, notamment l'emploi d'enfants pour travailler, tout ça. Donc voilà, elle a décidé de mettre des mannequins en position de mort, donc en légèrement décomposition, avec des habits de marque. Et voilà, donc c'est vraiment pour dénoncer un peu les fashion victims. Et comme elle dit, c'est pas fashion victim, c'est un terme qu'on emploie souvent, mais les victimes, ce ne sont pas forcément celles qu'on croit, ce sont plutôt les gens qui bossent pour les grandes firmes et qui Ouais, voilà, très bien. Et donc, on c'est ne qui parle jamais en la fait. femme dont tu parles là? Comment? C'est qui dont tu parles, la femme qui a fait ça? Yolanda Dominguez. Pas connu, bon, bah voilà, donc une histoire qui aura beaucoup touché David. Voilà, donc. Oui, parce que toujours quand on parle des conditions de travail des personnes, voilà, c'est tout moi ça me. On parlait enfin à l'époque, je parlais il y a quelques émissions, je parlais d'Apple, mais c'est un peu la même chose. Voilà, c'est toujours pareil. On parle, enfin, il y a du succès, il y a beaucoup d'argent à travers tout ça, et puis on oublie un peu toutes les personnes qui travaillent derrière pour ça, et malheureusement, elles vivent dans des conditions déplorables. Donc, ouais, ça me touche toujours quand ça arrive, en effet. Très bien, bah si Brian Cocker a pas de réaction là-dessus, parce que moi j'en ai pas personnellement, et ben on va enchaîner par le dernier boss de la semaine, enfin il me semble que c'est le dernier, que Bastien va nous conter. Vas-y Bastien. Ouais, bon, c'est l'agression d'un jeune militant d'extrême gauche par un groupe de skinheads donc d'extrême droite qui a eu lieu hier dans l'après-midi. Donc en fait c'est donc des militants d'extrême gauche et d'extrême droite qui étaient dans un magasin de vente privée de vêtements, donc de vêtements à forte connotation idéologique des deux camps en fait. Donc c'est quand même bizarre de se retrouver là-dedans. Et rapidement, les invectives ont fusé, et puis s'en est suivi une bagarre. Et donc le groupuscule d'extrême droite, donc ils étaient équipés de poings américains. Donc résultat, il y a un jeune qui s'appelle Clément Méric, de 18 ans, étudiant à Sciences Po, qui est en état de mort cérébrale. Donc pas très glorieux Du coup, tout ça. on peut le dire, ouais. Ça l'histoire, on peut le dire pour le coup. Ouais. Donc bon, enfin ça a été pas mal relaté par les médias pour le coup, donc ça c'est un vrai buzz. Je sais pas. Ce qui est déplorable dans cette histoire, c'est que si les témoignages sont corrects, sont exacts, c'est qu'en fait c'est vraiment parti d'une entre guillemets connerie, dans le sens où c'était donc Clément Méric qui a lancé une petite vanne par rapport au petit groupe là d'extrême droite, et que c'est parti directement en bagarre, et que avec la violence qui s'en est suivie, puis après donc la mort cérébrale du gamin, quoi. C'est un peu ça qui me révolte le plus. Après, bon, je dis pas se battre pour des idéaux politiques, enfin n'importe quoi. Bon, ça reste grave, mais là c'est vraiment parti d'une embrouille infantile, on pourrait presque dire, infantile plutôt, et au final ça débouche sur le décès de quelqu'un, donc c'est ça qui me révolte le plus dans l'histoire en fait. Bah écoute, oui, également. Non mais bon, bah, c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Non mais si, je sais pas, si Brian ou Melvin ou quelqu'un a une dernière réaction là-dessus. Moi je trouve ça vraiment déplorable de. Bah voilà, pour des mots, créer la mort de quelqu'un, c'est triste. Et ouais, je pense qu'on peut se battre pour des idées, mais pas physiquement, quoi. C'est ça. C'est sûr. Ouais, enfin, oui, les groupuscules d'extrême droite sont surtout connus pour leur violence, donc c'est pas très étonnant, surtout quand on rencontre des militants antifascistes, c'est malheureusement peu étonnant, même si on est en 2013. Voilà, c'est une belle conclusion je pense. Bon, sur cette note là on va passer à la Q 2.0 qui j'espère sera plus réjouissante. Allez, c'est parti. Alors, Actu 2.0, on va commencer tout de suite par les jeux. Est-ce que Brian joue un peu aux jeux vidéo là, actuellement? Je joue. En fait, moi je joue qu'à un jeu, je joue à FIFA 13. Ah, bah, et quel jeu, hein? Un génie. Et alors, tu fais des carrières ou tu joues en ligne ou... Ouais, non, moi je suis plus carrière, pépère quand. Également. Bah, quand j'ai le temps. Souvent, Avec- 3 entraînements, ça me passe le temps.
Avec Ouais. quelle équipe? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ça dépend, je change souvent, j'aime bien changer de championnat. Donc j'ai commencé avec le FC Nantes, bien évidemment. Ah oui, Forcément. battu par Monaco, bien sûr. Ah, Et puis là, je crois que je suis rendu à Séville ou je sais pas trop quoi, mais mon club de cœur, c'est quand même le FC Nantes. d'accord. Qui vient de monter en Ligue 1. Eh oui. Tout à fait. Mais J'ai qui trop- mais qu'il ne Ça pourra fait pas la- recruter la pendant grande- un an, donc c'est un peu triste. Ouais, c'est emmerdant, je sais pas comment ils vont faire, mais bon. Bon, ils ont dit qu'ils vont se battre, mais bon, je pense ils auront bon se battre, je pense, malheureusement, ça sera bloqué, mais voilà, c'est dommage pour eux quand même. Tout à fait. Et donc sinon, enfin, je sais pas si, bon, c'est une question de Lolo 1998. Est-ce que tu connais le jeu Pro Cycling Manager? Ah, j'y ai joué étant jeune, j'y Ah. ai joué beaucoup étant jeune, et puis du coup j'ai arrêté depuis, allez, on va dire 3-4 ans quand même. Ah oui, depuis que c'est devenu mauvais, d'accord. Ça se comprend. Non, parce que depuis 3-4 ans, c'est... Enfin, bon voilà, on va pas revenir là-dessus. Sachant qu'on va beaucoup en parler la semaine prochaine, parce que le prochain opus va sortir. Avec Frédéric, qui est voilà, le chef de projet du jeu. Bon bah voilà, donc... Je pense que je vais acheter le prochain quand même, parce que bah, depuis tout jeune, tout petit, j'ai vraiment joué beaucoup à ce jeu. Et puis du coup, eh ben, mine de rien, maintenant je vais être dans le jeu, donc je pense que je vais acheter Ouais. le prochain, Ah, c'est- histoire de plus tard montrer à mes enfants que j'étais dans un jeu vidéo. Eh ouais. Bon, on se fera quelques parties. Donc une autre question toujours de Lolo 1998 qui demande comment trouves-tu le fait d'être intégré dans un jeu vidéo, enfin de retrouver toi-même quoi dans un jeu vidéo, ça doit être assez peut-être pas bizarre Ah ouais. mais je sais pas. Bah, si, si, ça fait bizarre, Ouais. parce que voilà, je jouais à ce jeu depuis tout petit. Et puis du coup, être dans le jeu, bah, je pense que je vais l'acheter pour montrer à mes parents, pour montrer à mes enfants quand je serai que j'étais dans un jeu vidéo. Très bien. Mais Bon, peut-être à tes parents aussi. Hein. ouais, ça clair, ça fait bizarre, mais ça fait plaisir aussi. Ah bah oui, c'est Ça une fait super consécration. Et j'espère qu'ils vont me mettre fort dans le jeu. Ouais, ouais. Je pense que tu vas avoir de belles stats, je pense. Hein. Ouais. Pas vous. Bon, en tout cas, Ouais, tous on ceux qui l'espère. font les DB, même les databases régulièrement, le petit Brian Cocard, ouais, il a quand même des sacrées notes, et puis il progresse bien en général dans les carrières, donc... Il est un peu cheaté le petit Brian Cocard quand même. Ouais, t'inquiète pas, pas de problème à ce niveau-là, ouais. Puis il l'aime bien en général, nos potes français en général, le Brian Cocard, il le pointe toujours dans les équipes qui font personnaliser, et il progresse, t'inquiète pas, tu deviens presque l'équivalent des Cavendish et tout, donc t'inquiète pas, dans 2-3 ans, toi Même aussi, meilleur. Bah, c'est bon alors. tu seras le nouveau leader mondial du sprint, y a pas de problème. Ouais. Pas dans Ouais. PCM. Dans PCM en tout cas, ouais. Bon bah voilà pour la petite partie PCM. Très bien, mais sinon on va parler du coup des sorties jeux vidéo avec David ou Bastien, je sais pas. Ça. Bon, moi, c'est juste pour annoncer un DLC de Borderlands 2, ce qui s'appelle Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep. Ouf, c'était chaud à dire. Donc voilà, donc c'est un DLC qui apparemment propose un nouveau style de narration où en gros on devient un peu le pantin de Tiny Tina. Et donc en fait l'histoire est voulue vraiment par rapport au choix que l'on fait. Mais sinon, bah, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Ça reste du Borderlands, donc au niveau des graphismes, des couleurs, des combats et tout, ça reste exactement pareil. C'est juste apparemment DLC, c'est le quatrième et le dernier DLC, il me semble. Ouais, c'est le quatrième et dernier. Donc voilà, je pense que tous les fans de Borderlands 2 sont déjà au courant, mais au cas où, je tiens à le signaler. Donc ça sort le 25 juin 2013. Voilà, il n'y a Très rien bien. de plus à dire. Ouais, non, mais c'est déjà bien. Bah, sinon, il y a la sortie de The Last of Us le 14 juin. Donc, bon, c'est un survival horror qui a déjà été noté par jeuxvideo.com et qui a touché 19 déjà. Donc, ça a l'air énorme. Bon, je me suis pas super renseigné sur le jeu, mais je sais que c'est énorme. Donc, bon, je vous en dirai pas beaucoup plus. Mais pour ceux qui connaissent pas, faut pas hésiter à aller se renseigner. De toute façon, un survival horror, c'est le genre de jeu que j'aime bien, personnellement. Ouais, bon. C'est genre Resident Evil, quoi. Mm. C'est dans le style. Dans le style, ouais. Dans le style. Non, mais ça a l'air bien sympa, franchement. Même le scénario et tout a l'air énorme, mais bon, voilà, sinon je peux pas en dire beaucoup plus que ça. Bah sinon, on va passer aux sorties cinéma. Tout de suite avec Bastien. Ouais. Avec une première sortie, After Earth, un film l'accent. science-fiction, donc avec Will Smith notamment. Donc c'est un film réalisé par Manoj Night Shyamalan. Donc c'est le réalisateur de Sixième Sens avec Bruce Willis notamment, du film Le Village aussi. Et dans un registre plus fruits et légumes, je dirais phénomène.
Un magnifique film qu'il ne faut pas hésiter à voir. Ouais, au moins pour se marrer, au moins. Donc, synopsis rapidement. Donc, c'est un crash d'un engin qui laisse Kitai en fait et son père Cipher qui échouaient sur la Terre. Donc, c'est 1000 ans après que l'humanité ait déserté la planète à cause d'événements cataclysmiques. Donc, durant le crash, Cipher est blessé et Kitai, son fils, doit alors se lancer dans une aventure périlleuse pour trouver de l'aide. Il va ainsi explorer des lieux inconnus, affronter des espèces animales qui dominent la planète dorénavant. Donc, comme acteurs principaux, il y a Will Smith dans le rôle de Cipher et son fils Jaden dans le rôle de Kitai. Jaden qui n'est pas à son coup d'essai, puisqu'on l'a déjà vu dans À la recherche du bonheur avec Will Smith et dans Karate Kid avec Jackie Chan. Voilà. Et sur Allociné, ça fait pour l'instant environ 3. Ce qui est très correct. Mm. Puis bon, pour D'ailleurs, les amateurs du genre, alors, faut pas hésiter. Vas-y, David. Non, je veux dire qu'à la recherche du bonheur, faut pas hésiter à le regarder. Parce que moi, je l'avais vu à l'époque et c'est un très bon film. Très très bon film. Que nous conseille David. D'ailleurs, Jaden là, il avait obtenu une récompense pour ce film. Tout à fait. Je sais plus ce que Merci c'est, mais- à nous deux cinéphiles. David, t'avais un autre film, il me semble. Un dernier. Oui, c'était The Iceman. Donc, c'est l'histoire d'un tueur en série qui, en fait, a déjoué pendant de nombreux. Donc, c'est tiré de faits réels, hein, faut le savoir. Donc, c'est un tueur en série qui, pendant de nombreuses années, a sévi. Personne n'était au courant, personne ne savait, sa famille, personne ne s'imaginait même que leur père, leur mari ou leur frère, peu importe, était un tueur en série. Et donc l'histoire se passe dans les années 80. Il me semble que c'est 86, son arrestation. Et donc voilà, toute l'histoire est basée sur ça, c'est comment une personne a pu pendant, je ne sais pas combien d'années, je crois que c'est 10 ou 15 ans où il a sévi, comment il a pu être le parfait père de famille, le parfait employé de bureau, et à côté de ça, être le grand criminel qu'il a été pendant presque 20 ans. Donc voilà, toute l'histoire repose sur ça, donc ça dure 1h45, c'est avec Michael Shannon, Winona Ryder. Et voilà, donc ce genre de film que personnellement moi j'adore. Et voilà, donc c'est noté 3,2 par la presse et 3,3 par les spectateurs. Bon, notez que pour l'instant il n'y a que 5 critiques et 6 notes, donc bon, c'est assez limité, on va dire, comme au niveau des notes. Je pense quand même que c'est un film sympa pour ceux qui aiment bien un peu ce thème-là, quoi, les tueurs en série, voir un peu leur psychologie, voir un peu comment ils arrivent à se fondre dans la masse et pendant 15-20 ans sévir, quoi. Voilà. Le synopsis m'a l'air fort sympathique, surtout à te l'entendre dire, David. Non, mais ouais, c'est un film qui me plairait bien. Sinon, Brian, est-ce que t'as le temps d'aller au ciné un peu de temps en temps ou pas du tout? Et bah là, ça fait très longtemps que j'y suis allé. Parce que j'étais en stage en montagne là avant, du coup, la montagne, j'allais pas au ciné. Ah Mais oui. ça fait. J'y vais régulièrement, mais là, ça fait longtemps quand même que j'y suis pas allé. Ah bon? C'est quoi ton genre de film plutôt? Bon, j'aime un peu de tout. Moi, j'aime bien les films d'action. J'aime bien tout. D'accord, très bien. Ah ouais, c'est très bien. Et bon public, c'est bien. Et bah voilà, donc tout ce qu'on peut dire pour cette rubrique. On va pouvoir enchaîner tout de suite par... De quoi t'as quelque chose à dire, David? Non, je vais juste préciser qu'il y avait quand même, parce que je l'ai pas fait la semaine dernière, et bon, je tenais juste rapidement, c'est la Tu sortie regrettes? du nouvel album de Black Sabbath, qui s'appelle 13, et le nouvel album de Megadeth, mais je ne sais pas le titre. Mais bon, voilà, c'est mais deux groupes pour retenons moi ça. qui restent mythiques dans l'histoire du métal et du métal, voilà, donc Black Sabbath et Megadeth, c'est tout. Eh bah écoute, merci bien, David. Hein. Sur ce, on va pouvoir enchaîner par le grand débat tout de suite. C'est parti! Donc le grand débat où on va parler du renouveau du cyclisme français dont Brian Cocard est quand même bien placé pour nous en parler. Mais avant de commencer par de débattre, j'ai un petit remords parce que j'ai oublié de poser les questions des gens qui nous suivent et qui en ont posé tout simplement. Et donc il y avait notamment une question de M Désert du forum jeuxvideo.com qui demandait as-tu tapé dans l'œil de beaucoup de directeurs sportifs? Ah, bah ça, c'est. Je suis pas encore sur le marché des transferts, du coup, je peux pas le savoir. Après, je pense que si, tous les coureurs qui ont des résultats, c'est sûr que ça tape, Surtout aussi ça jeune. tape dans l'œil du directeur sportif. Et puis malgré tout, voilà, étant jeune, c'est sûr que
que on peut espérer encore beaucoup de mieux de moi, mais voilà, j'ai pas eu de proposition encore et je suis encore en contrat sous Europcar, donc mais je l'espère. D'accord. Et bah dernière question qui se rapproche un peu de celle-là, du coup, toujours Lolo 1998, qui pose beaucoup de questions. Est-ce que tu penses rester dans ton équipe actuelle, donc Europcar, notamment pour la saison Je prochaine? l'espère, c'est sûr que voilà, c'est eux qui m'ont formé et j'espère y rester le plus longtemps possible. Après, voilà, l'équipe, il n'y a pas encore de nouveaux sponsors annoncés. Mm. Donc j'attends. J'espère qu'il va y avoir un autre sponsor et que l'équipe va repartir. Si c'est le cas, c'est sûr que voilà, je resterai dans l'équipe. Après voilà, s'il n'y a plus de sponsor et plus d'équipe, je serai bien obligé de partir et d'aller ailleurs. Eh ben écoute, très bien, merci à toi d'avoir répondu à nos fans, je sais pas si on peut les appeler comme ça. Donc mais on va passer tout de suite au débat pour le coup. Donc le renouveau du cyclisme français, donc je disais que tu étais très bien placé pour nous en parler forcément, avec notamment Nasser Bouhanni ou Arnaud Démare qui sont les deux autres sprinteurs français de référence avec toi. Donc bon voilà, sinon il y a aussi niveau pour les grands tours, il y a bien sûr Pierre Roland dont on a déjà pas mal parlé en première partie. Thibaut Pinot par exemple, donc bon voilà. Voilà un peu pour lancer le débat. Si quelqu'un veut intervenir en premier, que ce soit Brian ou David ou qui veut, pas hésiter. Voilà. Bon, en fait, c'est pas vraiment une question, c'était justement, Non, mais réagir. vraiment dans le thème, c'était c'était par rapport aux sprinters, c'est que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu quand même enfin, on a eu quelques bons sprinters quand même, hein, c'est pas non plus exagéré, mais c'est vrai que là, les nouveaux qui arrivent, comment ça se gère exactement dans une équipe? Parce que bon, tout à l'heure, tu nous as parlé justement par rapport au train et tout ça, que c'était pas évident pour une équipe qui était plutôt habituée aux grimpeurs et tout, mais comment ça s'organise autour d'un sprinter? Est-ce qu'il y a beaucoup de pression pour un nouveau comme ça? Il y a beaucoup il y a beaucoup de pression, c'est sûr, parce que déjà il y a beaucoup de pression pour le sprinter, parce que voilà, quand l'équipe travaille toute la journée, il roule derrière les échappées toute la journée, on n'a pas, je vais pas dire on a une obligation de résultat, mais c'est sûr que quand on voit les copains rouler à fond et se mettre carpette pour que ça arrive au sprint, ça motive toujours un petit peu plus. Et après, comment ça se gère? Voilà, il y a un poisson pilote, il y a souvent, mais en tout cas nous dans l'équipe on essaie de travailler comme ça, il y a toujours trois coureurs qui sont désignés vraiment pour le final devant moi. Et puis tout au long de la journée, c'est les équipiers, ceux qui ne roulent pas à l'avant du peloton, toujours protéger du vent le sprinter, s'occuper de lui, être aux petits soins pour le sprinter. Donc c'est toujours c'est facile dans ces moments-là pour le sprinter parce qu'il n'a pas grand-chose à faire, seulement à bien tourner les jambes et à pas se fatiguer entre guillemets, mais après voilà, dans les 10 derniers kilomètres, il y a l'obligation de résultat qui est là pour le sprinter et du coup c'est pas tout le temps facile à gérer. Moi j'essaye de relativiser et tout, mais c'est sûr que c'est une pression quand même un peu supplémentaire pour le sprinter avant le sprint quoi. D'accord. Et sinon, pour parler de coureurs qui sont pas dans ton équipe, notamment Thibaut Pinot ou même Jean-Christophe Perrault, qui au final est aussi un néo-pro, enfin, plus trop maintenant quand même, ça fait déjà 3 ans, il me semble. Mais qu'est-ce que tu penses d'eux pour le classement général du Tour de France? Jean-Christophe, c'est un néo-pro, mais il commence à avoir de l'âge déjà. Oui, Je pense que voilà, je pense vraiment que Jean-Christophe est fait pour les grands tours. clairement. Parce qu'il est, il est fort en montagne et il est fort contre la montre. Je pense que c'est ce qu'on demande à un coureur de course par étape. Et je pense que voilà, il a bien préparé ça. J'ai vu dans des magazines qu'il avait bien reconnu les contre la montre et qu'il se préparait bien avant ce Tour de France. Après Thibaut Pinot aussi, on a pu voir qu'il a fait pas mal d'efforts au contre la montre. Beaucoup de progrès, je crois que c'est au Bayern Rundfahrt où il a fait vraiment un très bon temps. Il avait bien progressé au contre-la-montre, malgré tout que c'était un pur grimpeur et qu'il faisait tout avec son staff, avec son équipe pour être dans les meilleures conditions possibles pour faire un très bon classement général. Et du coup, je lui souhaite de réussir parce que c'est toujours sympa d'avoir un Français, de voir un Français dans le classement du Tour de France. Okay. D'accord, merci de ton avis. Donc, c'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas, un bon classement en général, en haut du classement. Donc voilà. Moi, j'ai une petite question par rapport à tout ce qui est néo-pro.
C'est comment, donc là, tout à l'heure, tu me disais, c'est vrai que participer au Tour de France cette année, ce serait peut-être, entre guillemets, une erreur par rapport à ta préparation, à ton évolution pour plus tard. Et comment ça se gère, justement, quand on est au pro, parce que c'est vrai que, bon, faire un grand tour, ça pourrait aussi être une expérience pour toi, même dès la première année, ça pourrait vraiment être excellent, ça pourrait être très bien, on ne sait pas. Comment ça se gère dans la tête ou par rapport à l'équipe? Est-ce que c'est une décision que vous prenez tous ensemble? Est-ce que toi, par exemple, personnellement, est-ce que tu aurais aimé faire ce Tour de France cette année? C'est comme je disais tout à l'heure, on en a longuement discuté parce que un moment, on avait le projet de me mettre sur ce Tour de France. C'est sûr que voilà, un Tour de France, souvent on dit que le premier on y va pour apprendre. Et bah, voilà, dans ma tête je me disais qu'elle est plutôt possible, bah, on apprenait le plus tôt possible. Après, c'est plus physiquement où je pourrais voir les méfaits après un peu plus tard. Donc comment ça se gère, on en a discuté longuement ensemble. Pour en venir au fait que voilà, c'était pas forcément la meilleure solution. Que quoi qu'il arrive, j'espère, mais bon, quoi qu'il arrive, j'aurai l'occasion de le faire dès l'année prochaine. Et du coup, on a préféré, voilà, prendre la solution de ne pas le faire. Et par contre, voilà, je pense qu'à partir du mois de juillet jusqu'à la fin de saison, je vais beaucoup courir pour pouvoir préparer l'année d'après et toujours progresser sans faire un grand tour. Je pense que voilà, faire beaucoup de courses de juillet à fin septembre, ça peut être une solution aussi qui peut être pas mal. Voilà, c'est bête, mais je m'entends très bien avec Arnaud Demar, et puis Arnaud Demar non plus ne sera pas sur ce Tour de France cette saison, malgré que ça soit déjà sa deuxième année pro. Et voilà, lui, c'est pareil que moi, il préfère attendre encore un an pour faire encore une deuxième grosse partie de saison. Après, je pense que lui fera peut-être la Volta, mais en tout cas, il fera une deuxième grosse partie de saison pour prendre de la caisse, comme on appelle ça dans le vélo, et pour évoluer physiquement. Et je pense que c'est la solution la plus sage. Après, on sait pas, hein, peut-être que j'en sortirai très bien de mon Tour de France, mais il y a eu plus de faits où des néo-pros l'ont fait et après n'ont plus jamais sorti la tête de l'eau, donc on préfère pas prendre de risques. Ok, et ça peut évoluer. Imaginons que tu remportes le championnat de France. Pour le coup, un Tour de France sans champion de France, ça fera peut-être tâche. Ça, c'est le petit hic dans notre stratégie, entre guillemets. Oui, c'est sûr que voilà, je pense que si je suis champion de France, je serai au départ du Tour. Après, c'est pour ça que voilà, ce mois on sait jamais, tant que la sélection n'est pas tombée, on sait pas si je serai au départ ou pas. Voilà, la discussion en ce moment, c'est que je ne serai pas au départ, mais malgré tout, on a fait un petit mois de juin un peu light. Pour quoi qu'il arrive, on sait jamais. Si Jean-René décide de me mettre, et pouvoir arriver au Tour, peut-être pas en top condition, mais au moins frais, sans que ça puisse me griller les ailes. Et du coup, ce serait qui le sprinter chez Robcar pour le Tour de France? Je pense qu'ils iront sans sprinter. Oui, il y a moyen. Je pense que vraiment cette année, c'est Roland, quoi. C'est en plus pour ça que je pense que je serai pas au départ du Tour, parce que voilà, me jeter comme ça dans une équipe sans poisson pilote ou sans coéquipier désigné pour le sprint, c'est dur. C'est aller au carambolage, et je pense vraiment que cette année l'équipe a à cœur de tout mettre en œuvre pour que Pierre fasse le meilleur classement général possible, et je pense que ça sera vraiment une équipe autour de lui. On peut pas faire une équipe autour de lui, ou en tout cas cette année on peut pas faire une équipe autour de lui et autour de moi en même temps, donc je pense que ça aussi ça a joué dans la décision. Oui, on l'avait bien vu chez Sky à l'époque avec Cavendish et Wiggins, du coup ça qu'il y avait une équipe quand même bien autour de Wiggins, bon, sauf que Cavendish, c'est Cavendish, on va dire, hein. Donc il arrivait quand même à gagner des étapes et à tirer son épingle du jeu, mais malgré tout il a peut-être pas gagné autant d'étapes qu'il aurait pu gagner cette saison-là. Et c'est pour ça qu'il a choisi de changer d'équipe. C'est pour ça que c'est vraiment difficile de mettre une équipe vraiment que pour le classement général et que pour les sprints.
Et sinon, pour se resituer un peu dans le sens du débat, une petite question assez ambiguë et globale. Est-ce que tu penses que ces 2 ou 3 dernières saisons, on assiste à un vrai renouveau, bon, entre guillemets, du cyclisme français, selon toi? Bah, tout à fait, hein, parce que bon, voilà, hein, ça fait que 6 mois que je suis dans le peloton. Avant, je regardais ça comme vous sur les écrans. Et bah, c'est sûr que maintenant les Français gagnent entre guillemets, donc ça Ouais, fait plaisir. Et, il y a des bonnes générations qui arrivent, comme on a pu en parler, Thibaut Pinot. Je pense qu'il faut pas oublier Warren Barguil qui est encore clairement. jeune, mais malgré tout, bon, il a des petits soucis encore de dos, mais quand tout ça sera réglé, je pense que ça sera un très grand lui aussi. Et puis la génération de sprinters aussi avec Boigny, Demar et moi, et bah, ça fait du beau vélo français, entre guillemets, C'est et clair. bah, ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à voir. Bah, justement, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a enfin, quelles sont les grandes différences en fait entre Bouhanni, Desmar et toi, niveau sprint? Oh là là! Je pense que, Dure question. non, mais je pense que moi, je suis plus dans un style de Boigny, je pense. Sprinter un peu moins long qu'Arnaud, mais plus explosif, qui passe bien les bosses. Malgré tout, Moi, Desmar, il passe pas mal aussi, on a pu voir. Desmar J'ai passe perdu bien là. aussi, mais je le mettrais plus dans la catégorie sprinter classique flandrienne. Voilà. C'est un peu Ouais. plus dans ce genre-là, sur un Tour des Flandres, tout ça. Bah, je pense que dans les années à venir, il pourra faire de bons résultats, même si cette année, il était pas loin de faire un coup. Et du coup, je pense que je suis pas dans cette catégorie-là, plus dans une catégorie de sprinter à la McEwen, on va dire. Ah, McEwen, très bien. Ouais, justement, je C'est voulais juste poser une petite question par rapport à ça. Justement, c'est vrai, est-ce que tu avais une idole par rapport au sprinter? Est-ce que pas c'est que tu te bases, mais est-ce que tu as une référence pour toi, voilà, justement, au niveau des sprinters? Voilà, tu parles de McEwen, justement. Est-ce que tu te. Non, pas du tout. À l'époque, quand j'étais jeune, c'était Cipollini, mon idole. Mhm. Après, je suis pas du tout dans le même registre que lui. Et voilà, moi, ce que j'aimerais à long terme, mais le manque de peau, il est sacrément jeune, c'est de venir un petit peu, entre guillemets, comme Sagan. Ouais. Ah oui, Après, je pense que voilà, dans ce schéma un peu moins les Flandriennes, mais dans ce schéma où je vais vite et j'espère passer encore beaucoup mieux les bosses dans les années à venir, j'espère être un peu plus dans un registre de Sagan. ouais, bah clairement. Ouais, en fait, au début de l'émission, je voulais te comparer un peu à un mini Chagan, enfin un mini Chagan. Mais bon, oui, j'ai zappé, donc oui, sinon je t'aurais dit ça, ouais, c'est clair. Ah ouais, non mais ouais. Plus tard, peut-être que, ouais, je pense qu'il y a de bons espoirs de ce côté-là. Espérons. Espérons, Tu peux ouais, faire un mais je le peu pense sincèrement. comme Jalabert, parce que Jalabert, je me rappelle quand même que lui, vraiment, je le voyais quand j'étais plus jeune courir. À la base, c'était mine de rien comme plus un sprinter. Bon, c'est pas comme toi, hein, c'est pas le pur sprinter, mais bon, c'est comme un sprinter classique. Et au final, il a quand même gagné la Volta. Est-ce que toi, tu te vois dans. Alors, bien sûr, c'est te projeter dans quelques années, je sais pas, dans 3, 4, 5 ans, je sais pas. Est-ce que tu te verrais, toi, gagner, je sais pas, un grand tour comme la Volta, par exemple? Bah, c'est sûr que ça fait rêver, mais à l'heure actuelle, je sais que j'en suis pas capable. Après, l'avenir nous le dira, mais je pense que non, ça me paraît très très difficile. Effectivement, très ambitieux. Ouais. Même plus que ça serait presque de la folie. Ouais, ouais, mais bon, C'est que ce le serait cyclisme a sympathique. changé, c'est ça surtout. C'est que comme ça a beaucoup changé, maintenant c'est vrai que Jalabert, qui n'était pas pourtant un pur grimpeur, hein, lui, il n'a jamais été grimpeur, il a quand même réussi à gagner comme la Volta, qui est un tour qui est très vallonné et montagneux. Donc c'est pour ça, mais maintenant, c'est vrai qu'avec les équipes comme la Sky ou toutes les grosses équipes qui cadenassent un peu tout le cyclisme, toute la course, ouais, c'est un peu plus délicat. Ouais. C'est clair, ça me paraît bien plus difficile maintenant, à l'heure actuelle. C'est vrai. Très bien. Donc, ben, voilà ce qu'on peut dire à peu près sur le renouveau du cyclisme français, je pense. Hein. Si vous avez des dernières réactions, on peut toujours, mais sinon, c'est déjà pas mal. Bah sinon, est-ce que justement, Brian, qui est dans le peloton maintenant, professionnel, est-ce que lui, il a ciblé, est-ce qu'il a repéré déjà des petits jeunes que nous, on ne connaît pas forcément? Est-ce qu'il a déjà quelques cibles comme ça, qui Non. pourraient, dans l'avenir, je crois que sur le sprint, à la montagne, dans n'importe quelle discipline,
Bon, si, il y en a, mais je vous apprendrai pas grand-chose. Voilà, je pense que Nathanaël Beran, bon, je le côtoie souvent, c'est un super mec et ce qu'il a prouvé et montré autour de Turquie, je pense que dans les années à venir, ça sera un grand grimpeur, Mhm. un très bon grimpeur. Et puis voilà. Après, moi, j'oublie pas Warren, je m'entends très bien avec lui et malgré tout, bon bah, il a un début de carrière un peu difficile, mais faut pas l'oublier. Je pense qu'il va vite sortir la tête de l'eau et puis il reviendra à un très très bon niveau. D'accord. D'accord, ouais. Donc Nathanaël Beran qui est coureur érythréen, il me semble. Oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Donc ouais, bon, c'est bien. C'est aussi bien pour le cyclisme érythréen. Non, mais c'est clair. En plus, aujourd'hui, il y avait un Érythréen, je sais plus comment il s'appelle devant. Ouais, et je voulais le Et citer puis, également, je vais zapper le nom. Bah, alors qu'il est connu en plus, mais Ouais, j'ai zappé. et puis voilà, Nathanaël, je pense qu'il a. Je me rappelle de cette étape, où, la troisième étape du Tour de Turquie, là, où vraiment toute l'équipe, instinctivement, on s'est mis à son service, on l'a placé. J'étais même le dernier en bas du col. Donc j'ai lâché à 10 km de l'arrivée. Et puis en arrivant au sommet, j'ai eu la belle surprise de voir qu'il avait gagné. Et c'est un très très grand grimpeur. Voilà. Donc voilà pour le renouveau du cyclisme français et érythréen. Non, bah voilà, donc bon, on peut clôturer le débat là-dessus, je pense, ça fait déjà pas mal de minutes qu'on parle, comme bien souvent. Donc bon, bah, je vais te saluer là-dessus, Brian, du coup. En tout cas, un Ok. grand merci à toi, hein, que ce soit pour ta sympathie, bon, ta disponibilité pour, pour avoir accepté d'être venu dans l'émission, ainsi que pour la pertinence de tes propos. Merci, Brian. Eh ben, y a pas de souci. Merci à toi. Allez, salut à tout le monde. Salut, ouais, Brian. Ciao. Salut, Et Brian. roule bien. Roule bien, Merci. ouais. Bonne chance pour la suite. Hein. Et à une prochaine, ouais, Merci. c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Bonne chance Allez, et bon salut. courage. Ciao. 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 Donc voilà, donc nous on va continuer notre émission avec nos deux dernières rubriques. Et là on va tout de suite passer au conseil prono du week-end. C'est parti, tout de suite. Alors donc nos deux experts vont nous parler un peu des pronos qui sont sélectionnés pour ce week-end qui va suivre. Donc voilà, donc on va commencer par qui veut. Bastien ou Melvin. Bastien, si tu laisses la main, tu prends la main. Oh, je vais prendre la main. Il la prend. Alors oui, avec un... Bah, là, on a plus de matchs de championnat, là, ce sont les matchs de Coupe du Monde, de qualification pour la Coupe du Monde. Donc j'ai sélectionné deux matchs de qualification de Coupe du Monde en Afrique. Alors notamment, alors un match c'est Gambie contre la Côte d'Ivoire. Moi, je vois une victoire de la Côte d'Ivoire qui me semble largement au-dessus de la Gambie. Donc c'est à l'extérieur, hein, mais je pense qu'ils vont gagner avec une cote d'1,45. Et j'ai aussi potentiellement un plus de 2,5, peut-être moins évident avec une cote de 2. Mais en ce moment là, la Côte d'Ivoire, ils marquent pas mal, ils sont assez décisifs. Ouais. Bah écoute, oui, très bien. Une petite réaction de notre deuxième expert. Pardon. Ouais, Bastien a tout dit, hein, je suis plutôt d'accord avec lui. Bah écoute, tu peux enchaîner sur Même un si autre c'est match. en Afrique, le 2,5 est jamais très évident, je trouve, mais pourquoi Ouais, pas. pas toujours évident. Mais là j'ai vu qu'ils marquaient pas mal la Côte d'Ivoire en ce moment. Il y avait pas mal de buts. C'est vrai, c'est vrai. Donc la Côte d'Ivoire est première avec 7 points et la Gambie est dernière avec 1 point. Voilà. Bah Ça très bien. semble assez facile. N'hésitez pas à Le conseiller. deuxième ça. match en Afrique, c'est le Centrafrique contre l'Afrique du Sud. Donc là, c'était un match très indécis, donc je ne divulguerai pas de résultat. Je vois surtout un moins de 2,5 parce que bah, ça plante pas du tout. C'est- Entre ces deux équipes, puis dans leur groupe, là, puis dans les derniers résultats, il y a quand même très peu de buts, donc un moins de 2,5 avec une cote d'1,4. Bah écoute, Ouais. si Melvin est d'accord, on peut enchaîner. Il a dit ouais, il doit être d'accord. C'est rare, hein. Deux pronos, deux fois d'accord, Melvin. Mais c'est très C'est la curieux. folie. Ah non, mais sur ce match, il n'y a pas grand chose à dire. Ah c'est pour ça, ouais. C'est un peu un match. Oui. C'est pour ça que tu Bon. l'as choisi. Il en faut des matchs Alors pourris. on va filer
en Amérique du Sud pour la qualification Conmebol, je sais pas trop comment ça se dit. Bon, Coupe du Monde, alors, Peu importe. Argentine-Colombie, très beau match, avec d'un côté Messi, Higuaín, Agüero, et, et l'autre côté Falcao, Luis Muriel, bon, voilà. Rodriguez. Rodriguez et puis Fernandez et je sais pas quoi. Je vois une victoire de l'Argentine à domicile. Donc, c'est vrai que tout dépend si, par exemple, si Messi est là ou pas. Parce que, bon, j'ai pas d'informations, on sait pas s'il est rétabli de sa blessure ou pas. Donc, même s'il y a quand même du bon monde dans l'attaque, bon, c'est quand même important de savoir s'il y a, s'il y a Messi ou pas. Donc, je vois quand même donc, une victoire de l'Argentine avec une cote de 1,5 et je pense que ça match à but. Je vois un plus de 2,5 qu'une belle cote, une cote d'1,7, mais je pense que ça va. Il y aura du spectacle dans ce match-là. Je partage cet avis. T'es d'accord, Melvin? D'accord, je suis d'accord. Oui, l'Argentine, elle est logiquement au-dessus. Hein. Puis ils font une bonne qualification, quoi, vu qu'ils sont premiers de leur groupe. Donc ouais, victoire normalement. En fait, c'est le premier contre le deuxième, puisque l'Argentine est première avec 17 points et la Colombie deuxième avec 15 points. C'est match pour la première place. Je passe classement. Moi. Ah bon? Ah, Petit désaccord. Intéressant. désaccord, ouais. Attention, ça va être intéressant. J'ai Pas- l'Équateur deuxième. Moi. Et j'ai l'Argentine avec 24 points. Ah, c'est peut-être une erreur. T'as combien de journées? 11. 11 Ouais, à d'accord. 10. Ça doit être une erreur de match en direct. Je me suis bien fait avoir. J'aurais dû pas prendre ce classement. Oui, c'est vrai. En plus, je l'ai vu hier ce classement. Oui, donc c'est ce que t'as dit, je pense. Ouais, donc Argentine première avec 24 points, Équateur deuxième avec 20 points et Colombie troisième avec 19 points. Très bien. Voilà. Donc, Voilà. Belle donc oui, l'Argentine complémentarité. devrait toujours être première. Enfin, bon, peu importe. C'est bien de le signaler. Alors, un autre match en CONCACAF, ce coup-ci, pour la Coupe du Monde, toujours. Ah, c'est un match qui oppose la Jamaïque aux USA. Grand ami de David. Les États-Unis. Les collègues. Donc là, c'est vraiment des matchs toujours compliqués, malgré que ce soit les États-Unis qui semblent largement supérieurs. Moi, je vois les États-Unis, mais bon, c'est vrai qu'on sait jamais avec la Jamaïque qui fait de temps en temps de beaux résultats. Donc je vois quand même les États-Unis avec une cote d'1,7. Même si, ouais. Voilà. Bah écoute, oui. J'aurais plus un match nul, tiens. Faut pas que je dise tout comme Bastien parce que sinon. Ah, match nul parce que la Jamaïque a déjà réussi à accrocher les USA, donc pourquoi pas une nouvelle fois. Hein. Ouais, mais ils les ont même battus Ouais, ils les ont battus d'ailleurs l'année dernière. en fin d'année dernière. C'est- Donc Ouais, voilà. Donc voilà, oui. Voilà pour ça. Voilà pour ce match aussi. Et bien sûr, un des plus grands matchs de tous les temps, le match amical Brésil-France dimanche soir. Avec d'un côté Neymar, Fred, bon, Lucas et de l'autre côté des Français. C'est exactement ça. Bon, Bah, donc c'est un match qui se jouera à Porto Vecchio, je crois. Donc bon, le Brésil est quand même par largement favori avec une cote d'1,5. D'ailleurs, moi, c'est ou d'1,6, 1,5, 1,6. Et je vois le Brésil, hein, parce que bon, c'est vrai que là, la France, c'est quand même pas terrible. Hein. Niveau du jeu, c'est jamais terrible, ça c'est bien connu, mais bon, après, on n'est pas décisif, on marque pas. Suffit de voir le match, le match qu'on a vu hier contre l'Uruguay, qu'on a perdu 1-0. On n'a rien montré, il y a eu 2 tirs français, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'était assez. Oui, bah, Hier mercredi donc. Tout à fait. donc, je vois une victoire du Brésil et un plus de 2,5, je pense que ça peut être spectaculaire avec les individualités du Brésil, ça. Qui vont éliminer les défenseurs français facilement. Peut-être pas, mais bon. Je vois ça, Abusons pas. voilà. Non, mais. Je pense que beaucoup de gens voient ça. Ouais, le Brésil part quand même favori, hein, surtout ce que la France a montré hier. Mais moi je dis que ça dépend de la compo. Parce que la compo hier était pas la compo type quand même. Malgré quelques titulaires. Comme Valbuena. Ouais,
Le nul me tenterait bien, moi, parce que le Match Brésil nul, en ouais. amical, ils sont un peu poussifs, je trouve. Il suffit Bah, d'avoir il faut... un Ouais, c'est vrai. amical. Ils font souvent des matchs nuls, ouais. Ouais, ils font En- beaucoup de nuls, donc je me dis pourquoi pas un nul. Bah, c'est vrai que Ouais. le Brésil, ouais, c'est pas évident. Le Brésil peut gagner quand même, je pense. Ouais, le Brésil quand même, mais le match nul me fait peur. Possible. Voilà. Très bien. Voilà, Bah alors moi sinon j'ai un match. Ça alors. Vas-y. Dans MLS, Chicago contre Portland. Donc c'est un peu c'est deux équipes de deux conférences différentes. Portland est troisième dans sa conférence avec une seule défaite en 13 journées. Ça veut tout dire. Et Chicago est 8ème sur 10 de leur conférence avec 7 défaites notamment. Après, je verrais quand même bien le nul à ce match, parce que Portland est à l'extérieur. À l'extérieur, ils ont quand même fait 5 nuls en 7 matchs. Et Chicago, il faut bien qu'ils accrochent quelque chose à un moment. Donc le nul à 3,1. Qui peut être pas mal. Voilà. Très bien. D'accord. Ouais. Ouais, moi, je tenterais une victoire de Portland à l'extérieur avec une cote de 2-5, 2-6 par là. Pourquoi pas? Même si c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls, Portland supérieur. Même si je pense que Chicago à domicile peut accrocher nul. Mais je tenterais Portland. Voilà. Et sinon, j'ai un autre match aussi. New England contre DC United. DC United qui est bon dernier. Bon dernier avec une victoire de nul et 10 défaites. Pas très rassurant quand tu vois ça. Effectivement. À l'extérieur, c'est un nul et 5 défaites. Encore moins rassurant. Et New England qui ont une bonne cote, comme je trouve, 1,75. Ah oui, c'est une belle cote. Donc je pense qu'il faut la prendre. Il faut pas hésiter à la prendre. Surtout qu'il reste sur une victoire contre les Los Angeles Galaxy, qui est quand même l'équipe championne de ces 2 dernières années. Donc 5-0. c'est quand même- ils ont gagné 5-0 quand même, ce qui est quand même assez incroyable. Et C'est vrai. bah, moi je dirais pas trop de résultats, mais je dirais un moins de 2,5. Parce que New England, il y a très peu de buts, malgré qu'il y a eu 5-0 la semaine dernière. Mais sinon, il y a quand même très peu de buts. Et contre DC, je pense que c'est un match, DC qui arrête pas de perdre. Donc je pense que ça va être assez serré, peut-être 1-0. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Voilà. Je sais pas toi David, Malgré mais que moi le je 2,5 suis de ces deux largué. équipes soit passé quelques fois quand même entre ces deux équipes. Sur les 6 derniers matchs, il est passé 5 fois. Le plus de 2,5. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, mais après, bon, ça peut changer d'une année à l'autre, hein, bien sûr. c'était l'année dernière, hein, donc cette année, là, il marque pas beaucoup. Pas du tout. Ouais, d'accord. Voilà, on peut passer à la suite. C'était- Voilà. C'est tout. Y a plus de match après ça? Non, c'est bon. D'accord, bon bah voilà. Voilà, j'aurais été bien largué durant cette rubrique, très bien. On va pouvoir enchaîner sur la fameuse rubrique improvisée. J'espère que cette fois-ci ça va pas tomber sur moi. C'est parti. Donc la fameuse rubrique improvisée. Est-ce qu'on réexplique un peu le concept très rapidement? Donc un chroniqueur va être désigné aléatoirement par un algorithme magnifiquement créé et il va être désigné pour faire une chronique, elle aussi désignée aléatoirement. Donc tout se joue aléatoirement, c'est magnifique. Mais avant ça, il y a une question qu'il faut que je vous pose. Donc la question qui permettra à l'un de nos chroniqueurs d'avoir de ne pas être sélectionné. Et donc si ça tombe sur lui aléatoirement, il pourra sélectionner un autre chroniqueur. Donc voilà, il aura ce droit s'il répond juste à la question. Pour être clair, ça fonctionne comme ça. Donc la question que je vais poser tout de suite et qui est largement similaire à celle que j'ai posée la semaine dernière. Donc tenez-vous prêts. Question: qui a gagné le Tour d'Italie 2004? Basso. Cunego. Bastien, unanime. Cunego. Cunego, c'est ça. Tour d'Italie 2004, Voilà. Damiano Cunego. Incroyable. Ah ouais, non mais bien Voilà. joué. Bravo Bien joué, Bastien. Donc si ça tombe sur toi,
Voilà, donc donc tu auras le droit de désigner quelqu'un, et je pense que ce sera David, ce quelqu'un. Donc voilà. Au hasard aussi, aléatoirement. Bien sûr, aléatoirement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais démarrer l'algorithme immédiatement. Attention, c'est parti. Le suspense, comme d'hab. Ouais, bon, je pense qu'il est un peu truqué cet algorithme quand même, faut pas déconner les gars. Moi je m'en vais d'ici, je crois qu'on aura un cul. Allez, ouais, non mais c'est ça, hein. Axel fera une chronique et débrief de l'émission. Ouais, c'est facile, ça va, tranquille. C'est facile, mais bon, C'est simple pour toi, quoi. c'est très simple, très simple. De toute façon, j'aurais été amené à le faire d'une manière ou d'une autre, enfin, plus ou moins. Bon. Par contre, comment être drôle là-dessus, je sais pas, hein, les gars. À part en insultant David, comme d'habitude. Non, mais bon, bah sinon, évidemment que Brian a été énorme, ça c'est clair. Et pas qu'un peu. Notamment sur ses propos à propos de l'Érythrée, ça c'était bien. C'était excellent. Parce que bon, je pense qu'on sous-estime un peu trop le cyclisme érythréen. Je sais pas ce qu'en pense David. Je suis d'accord. Toujours se rattacher à David, c'est la première règle dans une rubrique improvisée. C'est la première règle. Non, sinon, bah franchement, pour continuer sur Brian Cocard, j'ai trouvé que c'était un très bon invité. Parmi les meilleurs qu'on ait eu, même si on a eu que des bons invités. Tu le classerais combien d'IM, David, dis-moi? De quoi? Tu te classerais combien d'IM parmi les meilleurs invités, Brian Cocard? Troisième. C'est quoi le classement alors? Sylvain Georges, Ah ouais, Pascal Hervé. excellent invité. Ouais, enfin, on a eu franchement que des bons invités, même Duval, Kneski. Oui, c'était même Kleski, Steve Chenel, Duval, beaucoup, franchement, tous, c'était bien c'était- drôle, ils se sont charriés entre eux, non, franchement, on a Ouais, que des c'était bons excellent. invités, rien On va à pas dire. faire non plus le débrief de toutes les émissions, mais voilà, sinon c'était très Si, on bien. peut quand même Puis citer Yoann Fredo, sinon, bon, il est pas venu, malheureusement, donc, il fallait On rajouter va cette faire petite un, touche on va faire un d'humour. classement des chroniqueurs aussi. Oui. Et je pense que voilà, hein, Melvin est premier assez aisément, très au-dessus des autres. Non mais sinon je le trouve excellent, Melvin, pour les pronos toujours très sincère, heureusement, mais ouais, non mais bien, c'est très bien. Heureusement qu'il y a les pronos. Non mais en fin d'émission il se réveille, voilà, c'est pour faire le débrief. Il se réveille et il est bon, il est très bon, il se préserve pour la fin et voilà. Et bon voilà, même s'il fait rien au début, au moins il est présent à la fin. sinon, on peut quand même Et c'est noter tout ce qu'on lui que demande. Sharapova a eu 3 balles de match et qu'elle n'a pas réussi à concrétiser pour l'instant. Aucun rapport avec l'émission, plus ce sera diffusé. Ridicule. Allez bon, sur ce voilà donc évidemment, Ouais, sur un Sharapova. tout à fait. Mais si j'ai pas compris, allez. Pas compris, désolé. Donc bon bah on va clôturer cette rubrique improvisée. Ma foi, parce qu'il faut bien clôturer l'émission qui a déjà duré un peu plus d'1h15. Donc je vais vous saluer en remerciant tout d'abord Brian Cocard encore une dernière fois. Et donc je vais commencer à saluer Melvin donc. Bravo à toi. Salut Axel. Tout le monde. Salut donc il salue également David. Hein. Bravo à toi aussi. Ben, merci à Brian Cocard d'avoir participé à l'émission, merci à tout le monde dans l'équipe et ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Très bien et donc on va finir par Bastien. Merci à toi et voilà. Et salut. Bah merci à tous et un grand merci à Brian Cocard qui a été excellent sur cette émission et salut. Et salut. Bah oui, bah y a pas grand chose d'autre à dire, donc comme déjà dit, on se retrouve la semaine prochaine avec comme invité Fréré de chez PCM, donc Clément Pinger, le chef de projet du jeu. Donc ça va, on va pouvoir beaucoup parler de PCM, débattre à propos, et ça va être à mon avis très intéressant. Parce que là on aura beaucoup de choses à dire, beaucoup. Donc ouais, donc sinon n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ou à la chaîne de l'émission très simplement. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Tchuss. Salut.